Bonsoir à tous, merci d'être venus pour vous réchauffer au sourire et à l'intelligence généreuse de Suzy Morgenstern. Mes 18 exils, c'est donc un texte autobiographique qui est découpé en tranches, des tranches d'exil. Alors ce que vous appelez des exils, ce sont soit des changements par rapport à une situation antérieure, naître, tomber amoureuse, déménager parce qu'on est tombée amoureuse, devenir veuve, retomber amoureuse, ou un écart par rapport à une norme, être fille dans une famille qui avait déjà de filles, être juive aux États-Unis puis en France dans un environnement qui ne l'est pas. Donc c'est autour de ces thématiques que vous construisez mes 18 exils. Donc là, je vous propose une petite heure de discussion toutes les deux, et je sais à quel point j'ai de la chance, où on parlera de votre trajectoire, de ce livre, des 150 et quelques qui composent votre bibliographie. C'est honteux. Être une usine. C'est la chance de vos lecteurs. Et puis après, il y aura un temps pour les questions de la salle. Et vraiment, c'est pas avec Suzy qu'il faut être timide. Alors, peut-être on peut partir de ce moment dont parlait Joseph Hirsch, ce moment il y a 2 ans, oui, un peu plus de 2 ans, où vous avez le sommet de ma vie, écrivez-vous dans mes 18 exils. Et dans mes 18 exils, vous parlez beaucoup de la place de la musique dans votre enfance, puis dans votre adolescence. Vous avez joué de la contrebasse de manière quasiment professionnelle, ce que vous racontez aussi notamment dans la première fois que j'ai eu 16 ans. Est-ce que parfois vous avez regretté de ne pas avoir fait de carrière musicale, si ça vous rend tellement heureuse? Je crois que j'ai décidé à l'époque, quand j'ai quitté l'Amérique, bon, il aurait fallu payer une place à la contrebasse. Et j'ai laissé ma contrebasse. Et puis, c'est terriblement physique, la contrebasse. Il faut le porter. J'habite une maison, il faut monter 104 marches. Et quand ma fille a commencé à étudier la musique, j'ai dit quelque chose de petit. Un triangle. Et je crois pas. Je crois pas que j'ai regretté de laisser la musique, mais toujours en appréciant la musique. À un moment donné, un ami à nous, chef d'orchestre, qui s'appelle Philippe Bender, il était chef d'orchestre de Cannes Provence, Côte d'Azur. Il m'a prêté une contrebasse et il voulait que je fasse la tournée aux États-Unis avec eux. Et c'était tentant, mais je ne savais plus rien. C'est une musculation. Tout est une musculation. Écrire est une musculation. Si on laisse tomber une semaine, il faut reconquérir les réflexes. C'est la même chose avec l'illustration. Je viens de ressortir mes vieux livres que j'ai illustrés moi-même. Je ne pourrais plus jamais le faire. D'ailleurs, peut-être qu'on peut partir de là. Votre premier livre, c'était un livre de coloriage, c'était l'alphabet hébreu, qui est paru, je crois, en 1977, avant votre premier roman enfant, qui était C'est pas juste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à la publication de ce livre de coloriage? J'ai trouvé un éditeur fou qui a publié mon livre et puis il a fait faillite. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième éditeur fou qui a publié mon livre et il a fait faillite. C'était Jean-Louis Yaïch. Il a fait une petite maison d'édition qui s'appelait Léon Faure. Il a fait de très belles choses aussi, mais il a fait 5 livres avant de faire faillite. Et puis, mon troisième éditeur, c'était la Farandole. C'était la maison d'édition du Parti communiste. Et ils ont fait faillite. Et puis, mon quatrième éditeur, c'était l'École des loisirs. Et ils sont encore. Ils y sont encore.
Quand on vous demande pourquoi vous écrivez pour la jeunesse, vous dites qu'après tout, vous écrivez pour tout le monde, notamment. Mais est-ce que, venant d'un pays qui a une tradition des livres pour la jeunesse de grande qualité depuis toujours, enfin, vous avez grandi avec Les 4 filles du docteur March, Dickens, enfin, qui n'est pas un auteur américain, mais en tout cas dans une langue... Il était mon auteur. Il était votre auteur. Est-ce que vous vous êtes dit aussi, tiens, il y a une place à prendre dans ce pays où on n'est pas très très fort en matière de livres pour enfants? Oh, j'ai jamais calculé comme ça. J'ai commencé à écrire quand mes enfants étaient petits. Et j'ai écrit pour enfants parce que mes enfants m'ont inspirée. D'ailleurs, une de mes filles me reproche beaucoup d'avoir exploité sa vie pour ma grande fortune et célébrité. Et elle m'a interdit de parler de ses enfants dans mes livres. Du coup, vous avez pris les autres, Emma? J'ai pris les autres. Et les enfants me posent la question dans les classes, est-ce que tu as toujours voulu être écrivain? Je dis non. C'est comme si tu me demandais si j'avais toujours voulu être femme. Je l'étais, c'était clair. J'ai écrit avant de savoir écrire. Je faisais des pages et des pages de boucles. S'il y a une chose que je sais, c'est que je suis un écrivain. Je suis un écrivain avant tout. Peut-être que je suis juive avant tout, mais un écrivain, ça vient en deuxième place. Alors, juive avant tout, est-ce que vous vous considérez comme une écrivaine juive? Est-ce que ça nourrit votre manière d'écrire? Est-ce que vous voyez vos livres comme des livres juifs aussi? Mes livres sont souvent autobiographiques, même quand ils ne le sont pas. Alors oui, c'est ma façon juive de penser, c'est ma façon juive de vivre qui est dans mes livres, mais je dirais pas comme Philip Roth que ses livres sont pas juifs. Il est juif par excellence. Et même, il a dit avant de mourir qu'il veut être enterré dans le carré juif parce que comme ça, il sait qu'il ne va pas s'ennuyer. Il aura quelqu'un avec qui parler. Alors qu'il ne voulait pas d'enterrement juif, ni... Oui. Alors, non, c'était pas pourquoi les enfants... Parce que je dessinais aussi, alors c'était parfait. Je dessinais. Mes livres dessinés s'appellent... J'en ai marre de ma sœur, où j'ai dessiné mes 2 filles, Papa, Maman, la musique et moi, Je n'ai rien à faire et je ne sais pas quoi faire, La grosse patate, l'album, Pas confession d'une grosse patate. Et c'était parfait parce que je l'illustrais et je l'écrivais. C'était pas un calcul, je vais écrire un livre pour enfants. Mon premier roman, c'est pas juste. Je pensais que j'allais l'écrire en anglais. Ça aurait été tout naturel. Et il est sorti en français. À la fin de la journée, j'ai vu que j'avais écrit 1 page, 2 pages, 3 pages de français. C'est mystérieux. Je n'ai jamais appris le français. Je n'ai jamais appris la grammaire, mais là, dans aucune langue. Et à part l'hébreu, j'ai appris la grammaire hébreu. Mais j'écrivais, j'ai mis un livre entier. Tous les verbes étaient à l'infinitif parce que je ne savais pas les conjuguer. Et c'est ma fille ici présente qui l'a conjugué. Elle corrige tout ce qui sort de chez moi. C'est mon secret le plus noir, profond, de montrer quelque chose que j'écris sans correction.
Et pour mon mari, je mendiais des corrections, je rôdais autour de lui. J'étais prête à un suprême sacrifice qui consisterait à lui recoudre un bouton. Si vous voulez bien corriger mon français, quand je pense, il a beaucoup entrepris. De se marier, de prendre une immigrée qui savait rien de rien, qui savait pas faire la cuisine, qui savait pas écrire le français ou parler le français. Alors, il acceptait de faire les corrections, et quand il y avait plus que 3 fautes dans une phrase, il écrivait dans la marge « merde ». Et j'ai des manuscrits corrigés par mon mari avec merde. 25 fois par page, c'était un peu humiliant. Ma fille est plus gentille. Elle m'hésite. Elle dit, c'est bien maman, mais... Vous avez fait des progrès? Bien sûr, mais racontez un peu en quoi. J'ai fait des progrès. J'ai quand même fait du progrès. Et puis je lis pratiquement uniquement le français en ce moment. Je lis Catherine Cusset. Qui est dans la salle. Quand je lis quelqu'un, je lis tous ses livres et je me régale. Bonne camarade. Peut-être vous pouvez faire une dédicace aussi à la fin, Catherine. La question de l'écriture en français, qui est quand même un mystère pour vous, mais on y revient et on vous embête avec ça toujours, pardon d'y revenir. Dans Mes 18 exils, vous écrivez que l'écriture, dans une famille très bruyante, très bavarde, c'était un moyen de vous isoler. C'était un moyen de parler. À la fois de parler, mais aussi de vous mettre à l'écart, comme la lecture, c'était un moyen d'être de côté. Alors, on se demande si cette histoire d'écrire en français, c'était pas aussi un moyen de vous planquer de votre famille. Vous dites que vous vous inspirez beaucoup de votre vie. Est-ce que c'était, mine de rien, un moyen de ne pas avoir votre famille sur l'épaule? Vous racontez aussi dans Mes 18 exils que vous avez envie d'écrire un livre sur l'une de vos sœurs, Sandra, et vous ne pouvez pas parce que son fils lit le français. Elle est morte, mais elle peut plus se défendre, c'est encore pire. Non, je pense pas, j'aurais adoré que ma famille lise mes livres. C'était ma seule façon de me distinguer avec mes sœurs extravagantes, exotiques. Quand vous êtes une petite souris timide, comme on le voit. Je suis la plus timide de la famille. Ma sœur est une énorme vedette en Israël. Une vedette de la télé. De la télé, oui. Elle peut même pas sortir dans la rue, tellement on lui demande des autographes. Non, ma seule façon de briller, c'était d'être bonne à l'école et d'écrire, parce qu'elles étaient des cancres épouvantables. Et puis, je faisais leur devoir et j'étais la plus jeune. Je faisais leur compte-rendu de livres, book reports. Et puis, en récompense, elle m'amenait manger des hot dogs. Vos éditeurs ont songé à vous payer en hot dog? Vos éditeurs ont pensé à vous payer en hot dog? Ça serait une bonne idée. Tout le monde peut m'acheter avec un repas, n'importe quel repas. Mais l'autre jour, mon éditeur m'a amené chez Yen, rue Saint-Benoît. Un restaurant japonais délicieux. Oui, mais microscopique. Il m'amène toujours là parce qu'il veut que je maigrisse. Et puis, je sors de là, j'ai faim toute la journée. J'ai encore faim.
Alors, j'ai encore faim, ça pourrait être une sorte de slogan de votre vie. Vous parlez de vous comme de quelqu'un de greedy, qui est assez avide de manger, d'écrire, de vivre. Il y a quelque chose de ça chez vous. Beaucoup d'écrivains disent qu'ils écrivent parce que la vie n'est pas assez, parce qu'ils ne sont pas très bons pour la vie. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Voilà, vous avez un vrai talent pour le bonheur, pour les amitiés, pour la cuisine, puisque vous disiez que Jacques vous avez prise alors que vous ne cuisiniez pas, mais vous êtes devenue, paraît-il, une excellente cuisinière. Alors, l'écriture ne retranche rien à ce goût de la vie, à ce plaisir que vous avez à vivre, à manger, à vous amuser, à voir vos amis, à discuter avec eux. Enfin, ce ne sont pas des plaisirs contradictoires. Je vis pour écrire. La première chose que j'ai fait en sortant de Cheyenne, c'était d'écrire mon horreur. Et j'étais contente parce que les pires galères, c'est la mine d'or pour un écrivain. Je ne vois absolument pas ce que je pourrais faire d'autre. Oui, je suis boulimique pour tout, pour des livres, mais surtout la nourriture. Et ça, c'est le grand regret de ma vie. D'avoir vécu toute ma vie avec tout ce poids. D'avoir porté ce poids partout avec moi. Ma justification, c'est on va mourir. Alors pourquoi comme Shakespeare, eat, drink and be merry, for tomorrow we may die. C'est ça ma justification, mais il n'y a pas de justification. Et c'est un grand regret. Et c'est aussi, est-ce que c'est aussi écris-le autant que tu peux, soit une usine, puisque vous décrivez comme une usine, puisque demain nous allons mourir. Enfin, est-ce qu'il y a de ça aussi à l'œuvre? J'étais très proche à la mort et stade 4, cancer. Et j'ai survécu, mais bon, on n'est jamais guéri. Et j'ai un désir si fort de finir au moins les idées que j'ai. Et tous les jours est un cadeau et en même temps, c'est une occasion d'avancer dans le livre en cours. Dans les livres, non? Parce que vous avez plusieurs fers au feu. Oui, parce qu'il y a toutes les séries qu'il faut faire régulièrement. La famille trop de filles, maintenant Perla. Et j'ai plusieurs séries comme ça. Et j'adore parce que ça te force. Ça te force. Quand on me demande quelque chose, je dis oh non. Je ne peux pas faire encore une petite chose de plus dans ma vie et en même temps, je suis contente parce que je sais que je vais le faire. Profiter de la vie, pour moi, c'est écrire plus et encore plus et encore plus. Je crois que j'ai eu 6 livres qui sont sortis depuis septembre. C'est pas normal. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un éditeur vous refuse un livre? Ah oui, bien sûr, c'est normal. Oui. Il y a des livres quand c'est refusé que je le mets dans mon cimetière de livres morts. Je trouve ça juste qu'il ait refusé. Et il y a d'autres livres que j'essaie ailleurs. Et pour la première fois, je suis sur le point de retirer un livre d'un éditeur qui l'a accepté, mais qui l'a entièrement réécrit. Et qui m'a dépossédé de mon livre. Par exemple, il fallait enlever le mot « sexy ». Un prof qui était sexy. Oh, j'étais furieuse. Et je ne suis pas souvent furieuse. Mais là, je crois que je retire le livre.
C'est-à-dire, il est en train de... Enfin, il doit être publié prochainement ou c'est après? Il devait être publié prochainement. Par exemple, mon héros avait 14 ans et ils ont dit ça serait mieux s'il était en 6e parce que c'est plus vendeur la 6e que la 3e. OK, bon, ben, je pouvais imaginer le rajeunir. Mais après, ils ont dit il est trop mûr pour et ça, c'est à devenir fou. Alors non, stop. Je dis pas souvent stop. Je suis vraiment bonne poire. Et puis, j'aime beaucoup le travail avec l'éditeur. J'ai tendance à penser qu'ils savent ce qu'ils font. En revanche, vous dites beaucoup merci. Et c'est le mot qui ouvre Mes 18 exils et puis qui le ferme, avec beaucoup de points d'exclamation dans un cas et dans l'autre. Est-ce que ça a été difficile de... Enfin, je pense qu'on imagine tous que la réponse va être plutôt non, mais est-ce que ça a été difficile de vous convaincre d'écrire votre autobiographie? J'ai trouvé ça bizarre. D'abord, ça a commencé avec Jacques Addy. Bayard m'avait téléphoné pour me demander d'écrire un livre pour expliquer comment je suis devenue ce que je suis. Ce que je suis, je ne sais pas trop, mais j'ai dit non, ce n'est pas intéressant. Et puis, je pensais, je suis devenue ce que je suis grâce à Jacques. Il m'a importé, il m'a façonné. J'ai écrit ce livre, Jacques Addy, qui est peut-être, pour moi, peut-être mon meilleur livre. Jacques Addy, l'histoire de mon mariage avec Jacques, l'histoire avec ma vie avec un homme, un intellectuel juif extrêmement tourmenté, déprimé, un survivant, un enfant qui était caché pendant né en 1939, caché par des bonnes sœurs. Et les survivants n'ont pas survécu. Et donc, une fois que vous avez eu écrit et publié Jacques Addy, et ils ont mis 24 heures pour l'accepter en me disant « vous nous faites un beau cadeau ». Et puis, la deuxième autobiographie, c'était Fleurs tardives, que j'ai écrit avec mon petit presque fiancé de 90 ans, que je vais rencontrer demain à Colmar. rencontrer, ça fait un moment que vous êtes rencontrés. Oui, retrouver. Et ça, c'était aussi à quatre mains avec Georges. J'adore faire écrire aussi des gens autour de moi. J'ai essayé de faire écrire la vie de mon gendre. Il n'a pas aimé mon idée. Oui, j'adore faire écrire les gens autour de moi parce que je pense que quand on a du plaisir à faire quelque chose, on veut le partager avec tout le monde. Alors, on reviendra sur cette mission évangélisatrice par la suite. Mais donc, une fois que vous avez eu écrit Fleurs tardives, qui était au départ, je crois, un jeu entre vous et Georges. Georges qui n'a jamais écrit, mais voilà. Il s'est appliqué. Et puis, votre fille qui relit tout, même ce que vous ne destiniez pas forcément à la publication, vous a dit c'est quand même très très bien. Et l'éditeur a opiné. Georges est suisse-allemand, mais il a écrit en français. Moi, je suis américaine, j'ai écrit en français. Et puis, ma pauvre fille martyre a corrigé ça et elle a dit, tu sais, maman, c'est vachement bien, tu devrais le montrer. Et je l'ai montré et ils l'ont publié tout de suite. Et c'est sympa
C'est sympa. Et puis, Iconoclaste, c'est Julia Pavlovich qui m'a contactée. Donc une éditrice. Et qui n'est plus chez eux. Et elle m'a offert un déjeuner thaï. Copieux? Oui. C'est moi qui ai choisi le restaurant. Là aussi, j'étais hésitant. Et puis, à partir du mot exil, ça m'a excité, l'idée des exils. Et au départ, il y avait 28 exils. Au départ aussi, c'était toute une autre structure. J'avais écrit une phrase pour chacun des 28 exils, puis un paragraphe pour chacun des 28 exils, puis une page pour chacun. Et comme ça, il y avait 6 ou 7 tours en augmentant le volume de chaque exil. Et c'était génial, mais complètement illisible. Ma fille a dit que c'était pas ça. L'éditeur, ils se sont mis à deux pour me téléphoner et dire, voilà, il faut réunir, il faut resserrer, on ne peut pas faire comme ça. Et on a fait 18 exils d'affilée, sans la grande originalité du départ, le puzzle du départ. Et j'ai sacrifié l'originalité pour la lisibilité. Et 18, c'est un chiffre qui signifie quelque chose, je crois. Chai, 18 en hébreu, ça fait les lettres Chet, Yod, Chai, ça veut dire la vie, oui. Ça c'est le genre de petits clins d'œil que vous glissez dans vos livres, dans vos titres. Moi, je suis une fille de yeshiva. J'étais à la yeshiva. Dans une école juive, parce que quand vous étiez en l'école primaire, vous êtes fait traiter de sale juive par un enfant, et donc vous avez fait votre collège dans une école juive où le matin vous aviez la prière que vous faisiez en sorte de rater. J'ai séché la prière, je ne supportais pas. Mais en même temps, j'enviais mes copines de classe qui, elles, étaient très religieuses. Et quand j'étais invitée pour Shabbat chez une copine, une autre, je trouvais que c'était tellement magnifique, le Shabbat. Le Shabbat fait comme il faut, c'est magnifique. Nous, chez moi, on allait pour Shabbat voir une comédie musicale à Broadway. C'était notre messe de samedi. C'est une super religion. Et j'avais une période où je m'enfermais dans ma chambre et j'ai dit non, je ne prends pas la voiture, je ne vais pas. Et je pense que les gens qui ont cette spiritualité et qui sont religieux ont de la chance. Je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu. Mais vous avez gardé des références, J'adore apprendre. Je vais encore au cours de Tanakh et j'adore. C'est une grande partie de ma vie. Ouais. Est-ce qu'en écrivant Mes 18 exils, vous avez appris des choses sur vous? Est-ce que vous avez mis des choses en perspective sur votre trajectoire, votre histoire? C'est fou ce qu'on apprend sur soi-même quand on écrit. Et je pense que c'est même la meilleure des psychanalyses. Il y a un mot en anglais, insights, des petites étincelles de révélation qui sortent et on s'en est
pas du tout rendu compte. Et c'est ça vraiment le pouvoir magique d'écrire, de trouver des choses sur soi-même dont on n'était pas conscient. J'ai dit une fois à un psychiatre à table, j'ai dit, moi, j'ai pas de secret, je dis tout. Et il a dit, mais tu as des secrets de toi-même. Et depuis, je cherche. Alors, vous n'avez pas de secret. Ça passe par le fait, par exemple, que vous écrivez un journal intime qui n'a rien d'intime, en tout cas qui est adressé à vos amis chaque jour. Oui, chaque jour, j'écris un poème, 2 poèmes avec mon ami Bernard Friot. Et sur un mot, un jour de Bernard, l'autre jour de moi. Aujourd'hui, c'était poussière. Et je commence ma journée par le poème parce que on fait la course, Bernard et moi. Il est toujours le premier. Alors, je reçois son poème à 7h ou 6h30. Et puis, j'écris ma journée de la veille. Et le fait de partager votre journal avec des proches ou des proches, moi, il est déjà arrivé que on ne se connaît pas très bien, on ne peut pas dire ça, et vous m'avez déjà envoyé des petits bouts de Quand journal. Vous faisiez ce grand article sur l'atelier. Voilà, j'étais très, très émue d'être dans votre journal intime. Mais c'est quelque chose que vous avez commencé à faire quand partager ce qui devrait être le secret. Avec l'ordinateur, parce que c'est facile. Avant, j'écrivais juste à ma famille sur des aérogrammes. Des fois, 3 fois par semaine, à mes sœurs, à ma mère. Et quand Jacques est mort, ma mère m'a envoyé un grand carton avec toutes mes lettres. Et c'était toute la même lettre que j'écrivais 3 fois par semaine. Je suis allée chercher les filles aux claquettes, au conservatoire. Je planifiais le voyage annuel aux États-Unis. C'était totalement inintéressant. J'ai un besoin de partager. Une amie à Miami m'a écrit aujourd'hui, merci de partager ta vie de star. Parce que hier, j'étais star. J'étais invitée par mes éditeurs à Gallimard, dans cette fois un restaurant où on mangeait traditionnel, bien. Je me suis régalée. J'ai commandé une os à la moelle. Oh là là, que c'est bon. Et j'étais... Il y avait... dans le restaurant, il y avait Edouard Baird. Et puis, il y avait une table une autre table de Gallimard. Et c'était un si bon moment parce que c'est en fait la sortie de mon dernier livre qui s'appelle Soutif. Et il est sorti la semaine dernière et ils sont déjà en train de le réimprimer. Alors tout le monde était de très bonne humeur et c'était un si bon moment. Et après, ils m'ont mis dans un taxi. Je suis tellement pas taxi, moi. Et c'était juste une journée de luxe. Mais vous partagez vos journées où vous montez vos 105 étages, les 104 marches de votre maison et vous ne déjeunez pas avec Édouard Baird. Vous partagez ça aussi? Oui, mais les 104 marches sont de plus en plus une barrière psychologique parce que je sors pas beaucoup. Je fais mes courses à Monoprix une fois par semaine et livres. Et c'est vraiment ma sortie de la semaine. Ouais. Mais
Néanmoins, vous racontez votre sortie de la semaine dans votre journal. À la maison, je trouve de quoi écrire aussi, les coups de fil, les livres, ce que j'écris. Il y a un monde dans la maison aussi. C'est pour que les choses ne s'effacent pas sans qu'elles aient été notées. C'est une gymnastique, comme vous le disiez. Si on n'écrit pas, on n'écrit pas. Enfin, on perd le muscle. Donc voilà, quelle est... Ma fille Maya me demande, maman, tu sais, quand j'ai rencontré Jean-Marc, son maintenant ex-mari, et je regarde et je dis, tu l'as rencontré le 12 avril à 14 heures. Et il y a un oubli. Oui, c'est contre l'oubli, c'est pour fixer les choses, mais c'est pour rien aussi. Je le ferai, c'est juste une habitude de toute une vie parce que j'ai commencé à écrire mon journal intime quand j'avais 7 ans. Et c'est une discipline, c'est l'échauffement. Et puis, une fois que j'écris le poème, le journal, je me mets à écrire le livre. Et c'est tout ce que je fais de ma vie. J'écris. J'ai été prof pendant 36 ans, mais que j'étais heureuse quand ça a fini. Je ne peux pas vraiment croire qu'avec votre goût de la transmission, vous n'y avez pas pris du plaisir. C'était un fardeau immense parce que je voulais aussi marquer les étudiants et je cherchais toute la semaine. J'enseignais l'anglais. S'ils me posaient une question vraiment indiscrète, comme le prétérit de machin chose, je disais, je vous dirai la semaine prochaine. Et puis, j'allais demander à mes filles. Je sais rien. Et j'enseignais rien, mais je voulais marquer leur mémoire. Chaque cours était un happening. Et puis, un jour, mon mari m'a appris à dire les symboles mathématiques en anglais. Equals, plus, minus, et j'ai mis ça sur le tableau et un étudiant est venu me dire « Ah, pour une fois, c'était bien. Au moins, c'était pas le délire. » Alors, j'ai eu les palmes académiques. Hein. Alors... Cet échange avec cet étudiant donne une petite idée de ce que c'est que de parler avec des Français. Vous êtes installé dans ce pays en 1967, donc par amour pour votre mari, Jacques. Vous n'avez jamais eu marre de ce peuple de râleurs qui n'est pas très disposé à mettre des lunettes roses pour regarder l'existence ? C'est vraiment le sport national, râler. Non, je trouve que tout le monde commente mes lunettes et je suis contente de les avoir. Et les gens m'arrêtent en disant « Ah, vous donnez la bonne humeur. » Quand on sourit aux gens, ils vous sourient. Je suis très amoureuse de la France, très reconnaissante à la France. Ma vie est la France quand même. Il y a de beaux restes d'Amérique, mais je suis insultée quand je dis que je suis française et les gens rigolent. Des fois, je sors ma carte d'identité pour renforcer ma francitude. Je suis française, je vote, mais on ne peut pas être français avec un accent. Mais est-ce que le français est une langue que vous aimez ?
Je me pose même pas la question. Alors, du coup, je vous la pose. C'est ma langue d'écriture. Si j'ai le courage d'écrire le livre sur ma sœur, je l'écrirai en anglais. J'écris mon journal intime en anglais. J'écris un poème tous les jours en anglais. Je garde le contact. Je parle avec mes enfants en anglais, mes petits-enfants aussi. Je suis toujours très contente de parler l'anglais. Mais j'aime l'hébreu. Oh là là. Je crois que quand je vais en Israël, je me mets à parler l'hébreu. Et tout revient, alors je suis contente. Hier, une amie m'a envoyé la traduction de son livre en hébreu. Le livre, c'est un album, ça s'appelle « Ils arrivent », Albertine et Sylvie Niemann. C'est un chef-d'œuvre. Un grand album illustré par Albertine qui vient d'avoir le prix Hans Christian Andersen. Qui est le Nobel de littérature. Hein? On dit que c'est le Nobel de littérature enfantine. Oui. Et j'étais contente de lire son livre en hébreu. J'étais pas d'accord avec leur titre, alors j'ai suggéré un autre titre. Oui, les langues, encore un regret dans ma vie, c'est de ne pas parler d'autres langues. L'italien, par exemple. Oh là là, que j'aimerais parler l'italien. Mais je suis vraiment pas douée. Enfin, vous manquez peut-être un peu de temps, non? Hein? Vous manquez peut-être un petit peu de temps, non? 150 livres, les petits-enfants. J'ai suivi des cours d'italien pendant 2 semaines, mais ça me faisait trop de peine d'assassiner l'italien comme j'assassine le français. Est-ce que vous avez des mots préférés en français? Je viens d'écrire un livre pour les éditions Robert. Ils font une collection sur l'écriture et demandent à différents écrivains d'écrire sur l'écriture. Et à la fin, il faut faire son dictionnaire de 10 mots. Et mes 10 mots, c'était tous les mots français que je ne trouvais pas en anglais. Comme, numéro 1, c'est galère. J'adore ce mot, galère. Je trouve ça thérapeutique. Quand tu es dans une galère et tu dis galère, ça aide. Et il n'y a pas de mot en anglais pour galère, pas que je sache. Alors, j'ai pris 10 mots comme ça. Goûter. Il n'y a pas de mot en anglais pour goûter. On peut dire snack, mais ce n'est pas un goûter, parce qu'un goûter, c'est à 4 heures, enfin, entre le déjeuner et le dîner. J'ai pris 10 mots comme ça, j'étais contente de moi. Hein? Vous aimez bien les listes de mots. Dans la 6e, il y a une liste de gros mots. Oui, qui m'a causé beaucoup de problèmes, de censure. Mais quand j'ai écrit ces gros mots, je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire. Et c'est des mots que j'entendais. J'avais besoin d'alphabet. Et Jacques, qui a corrigé la 6e, il a dit il faut enlever toi des mots. Parce qu'il y a toi vraiment terrible. J'ai dit, bon, ben, on verra ce que l'éditeur va dire. Et l'éditeur n'a rien dit. Et puis, c'était retiré des bibliothèques, des librairies. Et j'ai dit, mais c'est réimprimé tout le temps. On peut enlever ces mots parce que, à vrai dire, ça me gêne. C'est vraiment très gros. Et il a dit, jamais! Alors, non.
Premier amour, dernier amour, qui est un livre que vous avez écrit du vivant de votre mari sur votre histoire d'amour, qui est un livre pour enfants sur cette histoire d'amour. Lui, il a essayé, au départ, il ne voulait pas que ça paraisse, et que c'est votre éditeur qui a réussi à le convaincre. Oui, c'est Geneviève Brisa qui lui a écrit une belle lettre en disant que c'était sa chance pour l'immortalité. Il avait besoin d'immortalité, le pauvre. C'était... oui, il ne voulait pas. J'ai dit, écoute, personne ne va lire ce livre. Et le premier jour de sa parution sur le parking de l'INRIA à Sophie Antipolis, où il travaillait, et on l'a arrêté en disant « Ah, je sais tout maintenant ». Quelque chose qui m'a vraiment émue, c'est une amie écrivain en Israël qui s'appelle Myriam Eitan. Son mari s'est suicidé et elle a écrit un poème en disant « S'il me demanderait, s'il pouvait revenir et me demander d'arrêter d'écrire, je le ferais ». Et ça, pour moi, c'était un choc, tu vois. Pour rien au monde, je ne pense pas pouvoir arrêter d'écrire. Pour personne, pour faire revivre les morts même. Est-ce qu'il y a des livres que vous rêvez de réussir à écrire, sur lesquels vous n'arrivez pas à travailler, mais d'où vous vous dites, avant ma mort, je vais avoir écrit tel ou tel genre de livre, ou tel vie. Il y a le livre sur votre sœur. Oui, le livre sur ma sœur, mais je suis très consciente de mes limites. Je suis très terre à terre, très quotidien. Je peux pas... Bon, j'adorerais écrire un livre d'héroïque fantasy pour mon petit-fils qui ne lit que ça. Mais je sais que je peux pas, j'ai pas ce genre d'imagination. Je sais même pas si j'ai de l'imagination du tout, mais ça marche pas dans cette direction pour moi. Donc je lis, bon, on lit tous des immenses chefs-d'œuvre. On a lu Shakespeare, on a lu Victor Hugo, pas moi. C'est sur mon liseur, mais je n'ai pas encore lu. Lire des chefs-d'œuvre ne fait pas qu'on écrive des chefs-d'œuvre. Je crois que je fais de mon mieux et je ne pourrais pas faire mieux que mon mieux. Alors, ça me semble être une très, très belle conclusion à cette première partie d'échange. Et maintenant, c'est à la salle que va revenir le micro et les questions, qui sont toutes les bienvenues. Attendez, oui, le micro est là. Alors, quand je suis dans une classe, la première question, c'est toujours quel âge avez-vous? Je leur dis ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Toutes les questions sont bonnes, sauf combien je pèse. Et une petite fille à Bordeaux a dit, mais je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas le dire, parce que vous nous dites tout. Donc voilà, donc avec cette légère restriction. Bonsoir. Il y a une chose qui m'a interloqué. Vous vous dites une écrivaine juive, on en a parlé au départ, mais finalement, votre joie de vivre et tout ça, c'est contradictoire un peu avec comment dirais-je, les juifs ashkénazes qui sont justement dépressifs et tout. Ça ne représente pas, quand on dit écrivain juif,
ce bonheur que vous exprimez. C'est trop mignon comme question. C'est trop mignon. Mais c'est en France que j'ai appris qu'il y a des Juifs ashkénazes et que c'est triste. Mais en Amérique, on n'est pas triste. Je suis une Juive ashkénaze américaine. Hein? Ah, d'accord. Merci pour la réponse. Bon, il y a tout ce bagage. Je suis nourrie par tout ce bagage. J'ai pensé quelque chose de terrible, c'est que je suis née en 1945 et j'étais privée de Shoah. J'ai acquis la Shoah avec mon mari et c'était comme une médaille. Mais nous, on était insouciantes. J'ai quand même lu j'ai lu tout le monde, Primo Levi, Anne Frank est toujours sur mon chevet. Je lis et relis Anne Frank. Je me nourris de la Shoah, mais je suis contente d'être vivante. J'aime beaucoup votre voix. Et je me demande, quand vous écrivez, est-ce que vous entendez votre voix qui raconte ou vous entendez les voix de vos personnages ou les deux? Je lis à voix haute, mais je ne m'entends pas. Et quand il m'arrive de m'entendre dans un podcast, je veux mourir. Je déteste ma voix, mon accent. Je me trouve débile. La première fois que j'étais consciente d'avoir un accent, c'est que j'ai téléphoné à ma fille Maya et elle m'a dit, elle était petite, elle a dit, maman, que tu as un accent. Et je comprends pas tout à fait pourquoi je peux... Ça fait 54 ans que je suis là. J'aurais dû m'en débarrasser. J'aurais dû faire le travail qu'il faut faire parce que c'est une musculation. Jacques me donnait des exercices pour dire le U. Regarde, il faut complètement déformer le visage pour dire U. Je sais pas, je crois que je suis paresseuse. Pour certaines choses, paresseuse, oui. Mais peut-être qu'on peut, la question que vous posiez portait aussi sur la voix des personnages et la manière dont est-ce que les personnages vous arrivent en parlant d'une certaine manière. Ils parlent tous comme moi. Non, c'est une question sur mes 18 exils en fait, donc que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, mais avec ce regret parfois que ça aille si vite. On aurait envie, justement, j'adorais cette idée là, une phrase, puis un paragraphe, et puis une page. Et puis 3 pages, et puis 10 pages. Mais ça pourrait être infini, en fait. C'est le livre qui pourrait être infini. Vous pourriez, après, ça deviendrait 100 pages, 1000 pages. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut... Mais là, vraiment, il y a parfois une rapidité. Et je sentais en fait, Suzy, qu'il y a aussi une volonté, je ne sais pas si à l'américaine, ashkénaze, ou de positivité. De gratitude. Pour moi, d'ailleurs, c'est une attitude très américaine, puisque j'ai vécu exactement le contraire, étant exilée en Amérique, me trouvant terriblement française en Amérique. Pour moi, j'ai adoré par rapport à l'enfance. C'est vrai ce que disait finalement Raphaël Léry, c'est ce que vous vous êtes rendu compte à un moment, que dans la littérature enfantine française, il y avait cette place pour une voix américaine, pour une voix du positif, de la joie. Enfin, il y a quelque chose dans la littérature enfantine américaine qui est vraiment une sorte de message de positivité. Good job, que les Français ne savent pas dire, quoi. Oui, quand tu échoues lamentablement, le prof te dit
Good try. Exact. C'est merveilleux. Mais alors justement, c'est ça ma question. C'est qu'en est-il finalement du négatif? Il y a parfois, on sent à travers Mes 18 exils, à travers une phrase, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait se développer, mais que vous n'avez pas envie de développer ça. Tu me fais, je me rends compte avec ta question que c'est ça peut-être que je censure. Parce qu'on était forcé à le censurer. La loi, c'est be happy. Be happy. Et si tu n'es pas happy, tu es criminel en Amérique. La quête du bonheur est dans la Constitution. Oui, oui. Alors que the pursuit of happiness, alors que dans le Tanakh, dans la Bible, c'est the pursuit, tzedek tirdof, la poursuite de la justice. C'est en même temps, je me révoltais contre cette loi qu'il fallait être happy. Et en même temps, j'obéis à ça. Hein? Et pour les détails, Catherine, je suis tellement admirative des niveaux de détails de plus en plus fournis dans tes livres. Non, je dois être très superficielle. Et puis, j'étais formée par l'écriture de livres pour enfants, où on est terriblement consciente qu'il faut les garder avec soi. Et il faut pas, on peut pas se perdre dans une phrase de 87 mots comme Proust. Il faut aller vite. Il faut les garder. Et je suis très missionnaire pour la lecture et pour garder les enfants, pour qu'ils aient envie de tourner les pages. On a le temps pour une ultime question avant de passer à la dédicace. Oui, ici, super. Est-ce que... bonjour, bonsoir. Est-ce que l'idée de lettre d'amour de 0 à 10, ça vient des lettres que votre mère vous a renvoyées? Mais qu'est-ce que tu es perspicace? C'est inconsciemment. Parce que j'y ai pas pensé, mais c'est sûrement ça, que j'ai reçu le carton de lettres que ma mère m'a envoyé et j'ai fait faire ça, mais j'étais pas conscient que c'était directement inspiré par ça. Waouh. Je suis fière d'avoir une lectrice comme toi. Eh ben, merci beaucoup, Suzy. Merci à tous. Et donc, on peut se retrouver pour la dédicace. Merci beaucoup.